Bon, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sous les tropiques. Il fait un peu chaud dans la salle. Vous pouvez vous mettre à l'aise, comme on l'a fait, on a tombé la veste. Écoutez, je suis ravi d'animer cet atelier autour d'un sujet passionnant qui est la transformation des matériaux et le béton connecté. Avant de démarrer, je voudrais donc vous présenter le groupe dont on va parler, qui est le groupe Erige, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement par son ancien nom, qui était le groupe VM Matériaux, qui est un groupe familial créé en 1907 en Vendée, à l'herbergement, et pas à l'hébergement. Le groupe est centré sur 3 univers du bâtiment, autour de 3 métiers, 3 domaines d'activité: le négoce de matériaux, l'industrie du béton et la menuiserie industrielle. Le groupe est présent sur le Grand Ouest, en Outre-mer et au Canada, et compte 2410 collaborateurs. C'est ça, Gérard, pour être précis. Le groupe est coté en bourse depuis 2010 et a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires d'un peu plus de 524 millions d'euros. Voilà, ça donne un peu le périmètre. Donc je vous présente nos 2 intervenants pour le sujet. Tout d'abord, donc Gérard Charrier, qui est directeur général du groupe Erige depuis 2014, si je ne dis pas de bêtises, sachant que vous êtes dans le groupe, Gérard, depuis 39 ans. Donc c'est presque l'histoire d'une vie. Et je vous présente aussi Alain Jarlot, qui sera notre expert pour l'occasion. Alain, vous êtes directeur chez KPMG dans les activités de conseil. Et vous touchez à tout ce qui tourne autour de l'expérience client, de l'e-commerce, de l'efficacité commerciale, on en parlera tout à l'heure sûrement. Et vous interviendrez au fil de l'échange pour apporter votre éclairage sur le sujet. Pour entrer dans le vif du sujet, Gérard, alors juste avant de démarrer, je voudrais vous rappeler que l'échange va durer à peu près 3 quarts d'heure. On va laisser la parole à nos intervenants pendant environ une demi-heure, 35 minutes. Et vous allez pouvoir tout au long de cette présentation poser vos questions sur l'application evals.fr. Donc il vous suffit d'aller sur le site pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous téléchargez l'application et vous rentrez le code DC, c'est ça 17. Voilà, DC17. Et on synthétisera les questions à la fin et Gérard ou notre expert répondra à vos questions. Gérard, en préparant l'atelier, vous m'avez expliqué que votre transformation numérique avait démarré il y a 4 ans. Dans un contexte que vous avez qualifié de pression autant interne qu'externe. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, Philippe, tout d'abord, je vais juste faire une petite modification par rapport à ce qui a été dit. L'introduction en bourse est de 90 et non pas 2010. Ah pardon, 90. 90, voilà. Ce n'est pas grave, je pense que personne n'aurait retenu, mais pour moi, je suis obligé de le dire. Donc, concernant notre transformation, effectivement, elle est venue sur une pression externe. Nous avions des clients qui étaient avec des fournisseurs mieux équipés que nous et qui avaient une facilité à communiquer avec leurs fournisseurs que nous ne pouvions leur offrir à cette époque-là. Également, en interne, nous avions une pression qui était vive avec le cahier et le crayon. Et notre force commerciale, principalement, se trouvait un peu désarmée et moins bien lotie que la concurrence. Moins bien outillé, oui. C'est ce que vous m'avez expliqué, il y avait une forte pression du réseau et du terrain. D'entrée de jeu, vous n'êtes pas parti par 4 chemins. D'entrée de jeu, vous avez fait sauter en fait, les murs. Vous avez fait sauter l'organisation centralisée du service informatique. Alors, je ne sais pas si nous avons fait sauter les murs, parce que nous sommes fournisseurs du bâtiment, donc nous avons plutôt l'habitude de fournir ce qu'il faut pour les renforcer. Nous avons fait un renforcement des murs qui est un chantier qui est allé dans une volonté justement de décloisonner ce qui était en centrale. Et l'acte le plus difficile a été celui de se dire qu'il fallait changer. Et ce changement nous a amené à prendre une décision qui était de ne plus avoir de DSI. C'est une décision stratégique forte. C'est une décision stratégique forte et c'est une décision douloureuse parce qu'en plus, nous avions un DSI de qualité et compétent. Mais parce qu'il fallait enlever cette pression qui était centrale et cette vision qui était trop centrale, si nous étions excellents en termes de reporting, il nous manquait cette proximité terrain et l'adaptation des outils par rapport aux besoins du terrain. Donc à ce moment-là, nous avons décidé
de supprimer le poste de DSI au profit de poste de responsable informatique métier pour les 3 branches d'activité, mais également pour le central sur la partie RH, finance, et sur la partie RH, finance, et sur la partie service aux clients internes, c'est-à-dire le centre de services partagés. D'accord, ok. Et donc cette nouvelle organisation, en fait, a eu des impacts opérationnels dans les branches, a commencé donc par la branche négoce, dont on avait parlé, en retard à l'époque, clairement sur sa concurrence et certains acteurs. Et dans cette branche négoce, vous avez cherché à multiplier la surface de contact avec vos clients, en tout cas avec l'ensemble de vos cibles, en mettant en place une palette particulièrement importante d'outils numériques, qui sont au nombre de 5, je crois. Le négoce, qui est l'activité qui représente plus de 60% du chiffre d'affaires du groupe, avait effectivement ce retard, qui était un retard qui était, hélas, très prégnant. Donc les équipes, sous l'impulsion du responsable informatique métier, a mis en place des chantiers immédiats, mais le premier chantier a été de mettre en place un site marchand. Un site marchand. Donc un site marchand, ça peut paraître simple, mais un site marchand, c'est d'abord un travail de refonte totale de l'offre, puisqu'un site marchand doit couvrir l'ensemble du territoire où nous sommes présents, et que vous savez les particularités régionales entre les couvertures en tuiles, les couvertures en ardoise, les murs en briques, les murs en parpaing. Tout ça nous a amené, en tous les cas, le négoce à travailler pour structurer son offre pour qu'elle puisse correspondre au marché global, avec un tarif qui soit un tarif national et non plus un tarif régional ou départemental ou du point de vente. Et juste pour précision, quand on parle de site marchand, on parle B2B ou B2C? C'est du B2B pour l'instant, ce sera du B2C pour le début 2018. Il fallait commencer par le B2B pour se roder. Ok, donc ça c'est l'un des premiers sujets. Donc le second sujet, c'était que nos clients puissent se connecter à n'importe quel moment, du jour, de la nuit, le week-end, en vacances, et pouvoir visualiser l'état de ses commandes, l'état de ses factures, et éventuellement de pouvoir justement passer des commandes directement via le site pour gagner du temps à l'enlèvement. Donc ça, c'est fait. Et ça a été aussi un chantier très structurant parce qu'il fallait changer les habitudes. Et il a fallu que nos forces en interne s'approprient aussi tout ce cheminement. C'est ce que vous avez appelé Facile VM, c'est ça? Donc ça, c'est Facile VM. Voilà. Et pour être aussi attentif aux besoins du client, a été mis en parallèle ce que nous appelons Easy Site. C'est le négoce qui a cette offre, qui est de pouvoir offrir à un artisan qui débute un site qui lui est propre, avec deux solutions, soit une solution très simple où il a uniquement ses coordonnées et quelques visuels du métier, ou bien un site plus complexe avec des chantiers réalisés. Et donc tout ça pour une offre modique qui va de 11 € à 24 € par mois. L'artisan qui s'installe ou bien qui n'avait pas intégré le numérique, c'est comment se construit son propre site avec quelque chose qui ne lui arrache pas sa trésorerie. Ouais, et pour vous, c'est un vrai avantage concurrentiel. La deuxième branche impactée par cette transformation digitale. Pardon Philippe, je compléterai qu'il y a également eu un chantier qui était également très structurant, c'est la notion de pool transport. Tout ça correspond à une évolution logique. La recherche de l'optimisation des transports. Nous avons des produits pondéreux, nous avons de beaux et gros camions qui sillonnent les routes. L'optimisation du transport est passée par une organisation en pool transport. Auparavant, le système était qu'un point de vente avait son propre responsable transport. Aujourd'hui, il y a un responsable de pôle transport qui gère 10 points de vente et qui optimise les tournées de tous ces camions. D'accord, donc gain de temps, de productivité à tous les niveaux. Deuxième branche impactée par cette transformation, et non pas des moindres, c'est celle du béton. L'un des enjeux pour vous, c'était de réduire les litiges qui visiblement étaient assez réguliers et parfois importants. Et là, on peut parler d'innovation marquante dans ce domaine-là. Avec le béton connecté, est-ce que c'est un effet marketing ou un vrai progrès chez vous? Non, vous savez, dans un métier très traditionnel comme le nôtre, nous sommes le deuxième plus vieux métier du monde, le premier étant de se nourrir.
hein, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Le deuxième étant de se mettre à l'abri. Donc nous sommes des acteurs pour se mettre à l'abri. Donc vous parliez de notions de litige. En fait, il s'agit beaucoup moins de notions de litige, mais d'anticiper ce qui est quelque chose qui est une tendance très forte. Aujourd'hui, il y a le béton. Le béton, vous savez ce que c'est un élément de structure ou de plancher. Mais il y a aujourd'hui une application qui est celle de la chape. Vous savez, la chape, alors, pour ceux qui ne sont pas trop bâtiments, je vais vous dire ce que c'est. La chape, c'est le produit qui vient entre la dalle béton et le sol fini. C'est-à-dire que souvent, dans la chape, il y a un tas de canalisations qui passent, de tuyaux, etc. Et cette chape, aujourd'hui, pour la grande majorité, est une chape liquide et souvent autolissante. Donc elle se coule et elle s'autolisse et après vous mettez votre revêtement de sol, que ce soit du parquet, du carrelage ou du sol souple. Cette chape, elle peut être de nature très différente. Et dans l'applicateur met une chape, mais ensuite c'est un carreleur, c'est un solier qui met un sol souple, ou bien c'est un parquetteur qui met le parquet. Et la difficulté a été très longtemps de ne pas pouvoir bien identifier la nature de la chape, c'est-à-dire sa composition, sa date de mise en œuvre. Et pour coller un parquet, pour coller un carrelage, pour coller un sol souple, il faut la bonne colle et bien adaptée. Si vous ne connaissez pas la nature de votre chape, effectivement, vous prenez un risque d'un litige. Donc c'est fort de l'écoute des clients et fort du travail qui a été fait avec les équipes R&D du béton et d'ICEM, qui est née l'idée d'avoir une puce intégrée dans la chape. Quand le chapiste fait sa chape devant la porte d'entrée, alors je vais vous montrer ça, c'est pas un démonte pneu, hein, ça ressemble à une carte bancaire. Et en fait, cette carte s'intègre dans la chape. Excusez-moi, mais d'une main, je ne suis pas très doué déjà des deux. On dirait un sapin de Noël, en fait. Attendez, voilà. Hop. Donc, vous voyez, ce sont des petits sapins de Noël qui rentrent dans la chape. Cette carte, elle est posée toujours devant la porte d'entrée, hein, parce que c'est le meilleur moyen de l'identifier. Avec un smartphone, il détecte cette puce. Cette puce permet de savoir la nature exacte de la chape, à quelle date elle a été mise en œuvre. Et donc, en ayant la connaissance de la nature de la chape, ça permet d'indiquer la bonne colle qui sera à préconiser. Également, en connaissant la date de l'application, ça permet de savoir depuis combien de temps elle était posée, donc si elle est sèche ou si elle est toute fraîche. Également, ça permet d'avoir une traçabilité 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est une vieille technologie, hein, c'est de la puce RFID. Donc ça permettra également dans la déconstruction de demain de savoir ce qu'était cette chape, s'il y avait des composants amiantes ou pas, etc. C'est une vraie innovation, ce n'est pas un gadget, ce n'est pas un produit de marketing. Ce que l'on peut ajouter aujourd'hui, c'est que les chapistes, hein, pour près de 70% d'entre eux, à date, l'ont adopté. Ce qui, pour nos chapistes, évidemment, c'est plus qu'une idée, c'est une réponse. Et ils l'ont d'autant plus adopté que vous avez très concrètement équipé vos forces de vente d'un outil numérique, d'un catalogue produit exhaustif, voilà. Mais aussi de démos, je crois, en vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, toute la force commerciale, enfin, ce n'est pas toute la force commerciale, j'irai bien plus loin, c'est toute l'équipe du béton et d'ICEM est équipée d'une tablette, et laquelle tablette a dans son contenu à la fois des fiches techniques, ça c'est pas très original, mais ce qui est beaucoup plus original, c'est qu'en fait il y a une vidéo de démo pratiquement de tous les produits, ce qui fait que plutôt que de faire de longs discours ou donner des fiches que personne ne lit, c'est une vocation de formation. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus sympathique quand on arrive sur un chantier de montrer la vidéo plutôt que de faire des grands discours qui ennuient tout le monde. Très bien. Alors, on a parlé des deux premières branches. On n'a pas parlé de la branche industrie encore, qui a aussi été fortement impactée par la transformation numérique, notamment avec la mise en place d'un ERP et de la maquette numérique. Voilà, pour revenir au sujet de départ, ce qui n'aurait pas été possible avant qu'il y ait cette désimbrication, la menuiserie a travaillé sur son schéma directeur informatique de telle façon à pouvoir s'ouvrir sur de nouveaux produits
En 2015 est né un nouveau produit qui est un produit que je vous invite à voir. Alors on n'a pas d'expo ici, mais c'est un produit, vous irez regarder sur le net, il s'appelle AMX. C'est déjà la menuiserie d'aujourd'hui, mais plus encore la menuiserie de demain. C'est une menuiserie qui fait appel aux meilleurs matériaux, aux meilleurs endroits. Cette menuiserie, alors nous ne sommes pas là pour parler de menuiserie, mais je fais juste un petit sujet parce que ça vous intéresse évidemment. Cette menuiserie, elle a une face extérieure qui est en aluminium. L'aluminium, c'est le meilleur matériau résistant aux intempéries. C'est aussi le matériau qui supporte le mieux les couleurs. Aujourd'hui, toutes les menuiseries sont en couleur. Lame centrale est en PVC parce que le PVC est le meilleur isolant. Et la façade intérieure, la peau intérieure, elle est soit en PVC, soit en aluminium, soit en bois. Ce qui permet aujourd'hui sur des logements collectifs qui sont mixés en termes de logements. Il y a des logements sociaux, des logements d'accession à la propriété, il y a des logements premium. Et en fait, tous ces logements ont un visuel extérieur d'une menuiserie identique et une finition intérieure qui est différente. C'est un projet considérable puisqu'on passe d'un métier de menuisier, puisque jusqu'à présent la menuiserie c'était je coupe soit des barres de bois ou soit des barres de PVC ou aluminium. Aujourd'hui c'est une fabrication qui se fait dans nos usines avec des usines spécialisées en alu, en PVC, et il y a un assemblage qui se fait un peu comme dans un process automobile et qui demandait effectivement avoir un outil informatique qui puisse nous permettre d'être optimum sur la fabrication de cette menuiserie. Donc, la menuiserie, bien en amont, avait choisi un ERP différent pour être justement préparé aux évolutions que sont celles de la menuiserie. À ces évolutions. Alain, vous voulez peut-être intervenir dans la foulée de ce que vient de dire Gérard ? Il y a quelque chose, je trouve, de très intéressant. On est dans un salon Digital Change. Dans ce salon, on parle donc de transition digitale. Et ce qui est remarquable dans ce que présente Gérard, c'est que la société Erige a su prendre la transition digitale, non pas sous l'angle de dire je réfléchis à ce que le digital m'apporte, mais d'abord, je réfléchis à ce que les clients attendent de moi, à ce que je peux apporter avec des clients connectés à mon entreprise comme plus et comme valeur différenciée. Et la transition digitale devient à partir de là un levier, un outil pour réussir une réponse meilleure aux clients. Et c'est vraiment dans tout l'exposé de Gérard, je crois, ce qu'on trouve dans tous les exemples qui sont cités. Alors après toutes ces réalisations dans les différentes branches, on peut peut-être revenir, Gérard, sur la résistance, hein, on peut l'appeler comme ça, la résistance que vous avez pu observer en interne ou à laquelle vous avez été confronté, résistance au changement, sachant que vous avez probablement aussi été confronté à un sous-dimensionnement des équipes, voire à une estimation du temps à consacrer à ce processus qui était peut-être pas bien jaugé dès le départ. Si on peut déparler par là avant de parler de la résistance en interne. La notion du temps est un vaste sujet. C'est un peu comme le temps économique et le temps politique. Hein. Il y a tout un débat autour de ça. Ce qu'on peut se dire, c'est que le début a été très difficile. Ce changement est très difficile puisque, je vous l'ai dit au préalable, nous partions d'une organisation qui était très centrale, qui était plutôt très bien bâtie, qui était plutôt confortable. Et quand vous renvoyez des responsabilités dans les branches, vous adossez des personnes à un sac à dos qui est beaucoup plus lourd. Ce changement, au départ, a été très difficile. Et je me souviens que j'ai eu un jour... j'ai dit quelque chose la fameuse phrase malheureuse que je ne regrette pas, mais que j'ai dit et qui a été très mal perçu, puisqu'il fallait donner le coup d'envoi. Et ce coup d'envoi, nous étions prêts à 80%. Donc je disais aux équipes, nous sommes prêts à 80%, on y va. Et puis j'ai dit, on apprendra en marchant. Et ça, je me suis aperçu que c'est bien un domaine qui ne va pas à certains cerveaux gauches. On parle un peu d'agilité en fait. Donc je m'en suis pris une, mais ça m'a servi au moins d'introduction, puisque pour rappeler, je prenais mes fonctions de DG. Et donc, c'était une bonne entrée en matière. Donc, on m'a annoncé la fin du monde pour demain, disant que ça allait être très difficile. Ça a été compliqué au départ, mais aujourd'hui, ça a été comment ? Aujourd'hui, ce serait impossible de faire machine arrière. La résistance au changement était liée
plus aux habitudes qu'aux chantiers qui étaient à venir. C'était plus ça. Aujourd'hui, la résistance est levée. Et puis, ce que l'on peut se dire, c'est ce qui a été désimbriqué se retrouve parfois dans des chantiers qui se retrouvent en transverse, en branche, qui veulent partager des sujets. Et ça, je trouve que c'est le plus grand point de satisfaction. Et sur le plan humain, la résistance, elle a été à tous les niveaux, tous les étages? Elle était particulièrement dans les équipes SI qui ont perdu un chef charismatique qui était là depuis très longtemps et qui, comme je disais, faisait très bien son travail. Donc il y a une incompréhension qui s'installe quand vous faites ce genre de changement en disant mais on a quelqu'un qui est compétent, qui fonctionne bien. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Donc tout ça a été levé très rapidement et franchement. D'abord, nous avons été contactés par X entreprises en disant tiens, parlez-nous de ce que vous avez fait, ça nous intéresse. Et ce que l'on peut se dire, c'est plus on est près du client, plus on est près du métier, plus on est performant. Donc cette résistance, elle était d'abord, je dirais, dans le cercle des sièges. Les sièges érigent, mais les sièges des branches. Des branches. Aujourd'hui, c'est du domaine du passé, on n'en parle même plus. Après, la notion de temps, puisque la question était aussi sur le temps. La notion de temps, Tout ce que l'on imagine ne va pas à la vitesse qu'on a imaginé. Forcément. Donc, le changement de RP pour la branche menuiserie, nous l'avions imaginé sur 2 ans. Je pense que tout sera terminé au bout de 3 ans, plutôt 3 ans. Et qu'il reste encore beaucoup de chantiers en cours et de belles choses à venir. Y compris probablement encore un peu de pédagogie à faire en interne pour accompagner les équipes sur la route du changement. Alain, on parlait du client au cœur de la réflexion au départ. Si on parle un peu des freins, des obstacles. C'est un sujet majeur sur lequel il faut se concentrer. On sous-estime quasiment tout le temps la difficulté du changement. Les statistiques dont on dispose montrent que pour piloter correctement les problématiques de changement dans des projets de transformation digitale, il ne faut pas hésiter à réserver 15 à 20% de l'investissement sur la conduite du changement. On dit ça, et il y a très peu d'entreprises qui réservent les 15 à 20% dont on parle. Et donc, Gérard, je me retourne vers vous, ça devait être la fin du monde. La fin du monde aura peut-être lieu demain. Est-ce que la fin du monde est arrivée? Et donc c'est plutôt le début d'une nouvelle ère qui est celle justement de mieux penser client, jouer sur il faut un standard, mais il faut personnaliser. Donc l'entreprise a un standard de fonctionnement. Quand je parlais de la désimbrication, évidemment, les fonctions régaliennes, qui sont celles de la finance et de la RH, restent centrales. La fin du monde annoncée n'a pas eu lieu. Il y a eu, il faut se le dire, quelques départs. Tout le monde n'adhère pas à un projet. Ce serait trop simple. Ça voudrait même dire qu'il y a un problème. Si tout le monde adhère à un projet aussi... impactant. Impactant. Voilà, ça veut dire qu'il y a eu effectivement quelques départs que l'on peut déplorer, mais ces départs, on n'en parle plus. C'est du domaine du passé. Donc la fin du monde n'a pas eu lieu, et je trouve. Alors j'ai le plaisir d'animer ce groupe des responsables informatiques métiers. C'est toujours très enrichissant de voir la vitesse qui a été prise par ces responsables qui sont auprès de leur DG, auprès de leur service marketing, puisqu'on parle beaucoup du numérique, mais en fait, la relation, elle est entre le responsable informatique métier, le marketing client. Le marketing client est complètement dans la boucle, et évidemment, le DG de branche est très concerné. Très bien. Alors, un dernier point avant de laisser la parole à Alain, qui a un petit mot de conclusion et d'expertise. Je crois que dans le prolongement de cette réorganisation, vous avez aussi mis en place un outil très transversal qui s'appelle Bonjour, c'est ça? Il s'appelle Bonjour. Donc d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai dit bonjour. On n'en a pas parlé. Donc si je n'ai pas dit, je redis bonjour. Donc Bonjour est le réseau collaboratif interne. Voilà, je rembobine. Réseau social d'entreprise. Voilà, donc qui permet donc de monter des groupes projets, des groupes de travail qui donnent de l'information en live. On voit beaucoup d'ailleurs d'événements qui se passent
ici et là, puisque le groupe est quand même éclaté de Normandie à aller jusque sur le bassin d'Arcachon. Ouais. Donc ça crée un vrai lien. En passant par Marseille et la région parisienne. Donc tout ça permet d'avoir un lien, et ce lien, il est effectivement de l'actualité des branches, des informations sur le cours de la bourse. C'est quand on ouvre son bonjour, il y a le cours de la bourse, même si ce n'est pas un sujet très intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est de voir la vie qui se passe et les groupes de travail qui se composent, les communautés. Et également, nous avons en parallèle lancé un concours de l'innovation. Et ce concours de l'innovation, je dirais heureusement qu'il y a le réseau collaboratif, puisque ces groupes se sont constitués et ça foisonne sur le réseau collaboratif, plus probablement qu'on ne l'aurait imaginé. Au départ, on se disait il y a beaucoup d'entreprises qui ont des réseaux collaboratifs, mais qui fonctionnent plus ou moins bien. Dans tous les cas, ça fonctionne bien. C'est tout récent, puisque le lancement, je parle sous le contrôle de celle qui est à l'origine du dossier, je crois que c'était mai ou juin. Mai, oui. Ouais. Bon, en tout cas, ça démarre plutôt bien. Ça démarre plutôt bien. C'est un point très positif. On voit aussi, pour nous qui sommes, vous savez, la direction d'entreprise, on est parfois un peu loin, souvent, d'une façon générale, trop loin. On voit par ce réseau collaboratif un tas de belles choses qui se passent dans l'entreprise. Et ça, c'est très intéressant. Parce que la rubrique des chiens crevés ne passe pas sur ce réseau, puisqu'on ne communique que du positif, principalement. Ce qui est plutôt bien dans le cadre de toutes ces évolutions. Alain ? Alors, en conclusion, et avant d'ouvrir les questions-réponses, je voudrais juste rappeler quelques idées fortes que Gérard a partagées avec nous, et je pense que c'est intéressant de les rappeler en synthèse. On est dans un modèle d'une transition digitale, mais d'une transition digitale qui a été pilotée et centrée autour du client et autour du fait de connecter plus fortement le client à l'entreprise. On est dans un contexte où l'entreprise n'a pas hésité à oser transformer ses processus, son organisation. C'est jamais une chose facile. Et cette transformation, elle s'est faite en conservant l'humain au cœur de l'entreprise et en tenant compte de l'humain et en créant une culture client plus forte au sein de l'entreprise. C'est en tout cas la façon dont je vois. On a une dimension très forte qui apparaît dans cette transformation, c'est l'innovation. Mais ce n'est pas l'innovation pour le plaisir de faire de l'innovation. C'est l'innovation au service. C'est de l'innovation pour offrir une expérience client différenciée. Et on le voit dans tous les exemples. Et innover, c'est savoir quelque part prendre des risques, c'est savoir oser avec agilité, tester rapidement et puis améliorer en continu. Et là, l'initiative Bonjour est un bon exemple puisque je comprends que derrière Bonjour, il y a aussi cette recherche de continuité, de l'amélioration avec apport d'innovation de chacun et agilité sur l'innovation. Et puis, pour conclure rapidement sur le sujet de l'expérience client, je pense qu'il y a 6 caractéristiques pour nous qui permettent de spécifier la qualité d'une expérience client quand on la mesure avec des outils. Il y a quelque part la confiance et l'intégrité que le client a dans la marque ou l'entreprise. Il y a la capacité à répondre aux attentes du client et à aller au-delà des attentes exprimées. Il y a la capacité à réduire le temps et l'effort que le client doit consacrer pour se connecter et dialoguer avec l'entreprise. Il y a la capacité à résoudre très clairement les problèmes qui sont posés à traiter les réclamations. J'ai en tête des exemples d'entreprises, je ne sais pas si c'est le cas chez Erige, où le directeur général passe 15 minutes chaque semaine à traiter, à titre d'exemple, un certain nombre de réclamations de ses clients. Il y a enfin un modèle qu'il ne faut pas négliger, qui est l'empathie. Donc, en d'autres termes, la capacité à un moment donné de se mettre à la place du client. Et, j'allais l'oublier, je crois, parce que je voulais le citer en premier, j'ai oublié, et bien évidemment, à créer une relation où le client a le sentiment très clair d'avoir une relation personnalisée auprès de lui. Et je crois que là-dessus, et je vais vous laisser la parole de la fin, Gérard, vous avez quelques idées sur ce que vous avez apporté là-dessus. Nous, de notre côté, concernant la personnalisation, nous considérons, et nous sommes tous consommateurs, nous sommes tous clients, que nous avons besoin, nous-mêmes, d'être un peu uniques. Donc nous essayons de faire en sorte que notre client soit unique
et qu'ils soient considérés comme tels. Donc ça fait partie de notre ADN. La confiance, pour nous, passe en priorité par la fiabilité, parce que vous ne pouvez obtenir qu'une confiance à partir du moment où vous avez de la fiabilité. Si vous racontez une histoire qui ne se passe jamais comme elle a été imaginée, ça ne dure pas longtemps. Sur les efforts, sur la notion d'effort, eh bien, c'est lever toutes les barrières qui cassent les pieds chaque jour, c'est-à-dire faciliter le parcours client. Sur les attentes, eh bien, il faut justement cette proximité avec les clients pour les comprendre. Et puis, il faut aller un peu plus loin que ce qu'eux peuvent dire, hein, parce qu'il y a parfois des messages qui le font passer, mais il faut aller un peu plus loin pour obtenir et pour savoir ce qui véritablement favoriserait et aiderait leur parcours. Sur les résolutions, eh bien, les résolutions, il faut être en capacité de rectifier un tir qui est mal parti. Si vous offrez un service et qu'à un moment donné, ce service-là n'est pas véritablement l'attente ou s'il ne fonctionne pas bien, il faut savoir corriger. Il faut avoir de l'agilité. Il faut l'agilité. C'est important. Et puis, comment Alain, vous en avez parlé, l'empathie, c'est se mettre à la place du client. Et tout ça, c'est pour construire. Alors, construire, bâtir. Nous, ce sont des termes qui nous sont tellement familiers. Une belle histoire pérenne, parce que s'il n'y a pas justement cette relation, cette empathie, eh bien, des histoires éphémères, ça ne nous convient pas. Tout à l'heure, vous l'avez dit, nous sommes une entreprise qui fête cette année ses 110 ans. Vous comprendrez que la construction d'histoires pérennes, ça fait partie de notre ADN. Inévitablement. Quant au traitement des réclamations, il n'y a pas besoin, parce qu'il n'y a plus de litige maintenant. Donc, forcément. Alors, moi, je reçois. Alors, je vais tout vous dire. Je reçois. Dites-nous tout. Ouais. Non, mais je vais tout vous dire. Entre 2 et 3 dossiers clients qui me remontent par an. Et alors, vous évaluez ça comment? Satisfaisant? Donc, mais souvent, c'est que tout le maillon a eu un souci. Donc, ça veut dire que quand on reçoit des réclamations, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de solution du point de vente de l'industrie, de la centrale. Donc ça veut dire qu'il y a évidemment, dire qu'il n'y a jamais de litige serait faux, mais qu'il y a une résolution des sujets qui sont pris en compte d'abord par les branches et évidemment en local. C'est évident. Très bien, messieurs, je vous remercie tous les deux. Gérard pour votre intervention et la façon dont vous nous l'avez fait vivre, et puis Alain pour son point de vue éclairant tout au long de l'atelier. On va pouvoir passer la parole en fait, à Evals pour les questions que vous avez dû poser tout au long de la durée de nos échanges. Oui, bonjour, donc on va relayer des questions qui ont été postées sur le fil Evals. Juste après donc le témoignage de Gérard Charrier, on pourra poursuivre les échanges en salle I dans un cadre post-atelier et donc affiner la discussion. Alors la première question qui nous est arrivée, avez-vous maintenu votre présence dans les dom-toms? Donc nous sommes au Digital Chain, c'est une question qui est... Donc mais nous jouons la transparence. Alors, pour tout vous dire, c'est une très bonne question parce que, comme il a été dit, je ne suis pas tout jeune dans l'entreprise. Auparavant, avant d'intégrer le poste DG, j'étais déjà au directoire, mais j'étais l'enfant caché de l'entreprise. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que je me suis occupé pendant 15 années, près de 15 années, de l'outre-mer. Et donc l'outre-mer, j'étais basé dans le sud de la France et je suis revenu en Vendée après l'avoir quitté pendant 30 ans. Donc nous avons effectivement en Outre-mer actuellement 6 points de vente à l'île de la Réunion et 1 point de vente en Guadeloupe. Mais ces points de vente sont en passe d'être cédés puisque nous avons fait un plan stratégique à moyen terme qui vise à recentrer nos activités sur les 3 branches historiques, c'est-à-dire le négoce, l'industrie de la menuiserie et le béton prêt à l'emploi. Juste pour vous donner quelques chiffres,
Les 110 ans de l'entreprise sont les 110 ans du négoce. La partie béton, à peu près 50 ans dans l'entreprise, et la menuiserie, c'est facile à retenir, à peu près 25. Vous voyez, donc le négoce outre-mer, il nous reste très précisément 7 points de vente actuellement. D'accord, merci. Une question peut-être plus en lien avec le thème digital. Digital et agilité, ok, mais comment traitez-vous les sujets transversaux dans vos systèmes d'information, supply chain par exemple? Alors c'est une très bonne question. Chaque branche a sa responsable, puisque ce sont plutôt les femmes sont très expertes dans la supply chain. Nous avons plutôt des postes féminins sur la supply chain. Et la supply chain, elle ne veut pas être confondue, justement. Le métier du négoce de matériaux n'est pas le métier du négoce de l'industrie de la menuiserie. Vous ne faites pas voyager des palettes de ciment ou de plaques de plâtre comme vous faites voyager de la menuiserie. Donc la supply chain prend en compte ce que je vous ai dit tout à l'heure sur certaines menuiseries qui sont avec des assemblages qui viennent de plusieurs usines. Donc vouloir tout mélanger, ce serait recommencer le méli-mélo. Donc la supply chain de l'industrie de la menuiserie est totalement différenciée de celle du négoce. Une question par rapport à l'offre EasySeat dont vous avez parlé tout à l'heure. Pouvez-vous la détailler à destination de vos clients artisans? À quoi cela sert-il? Quels bénéfices pour vous et pour vos clients? Bien, vous savez, quand vous faites le pas de monter votre propre entreprise, vous êtes souvent salarié d'une entreprise, vous avez des doigts d'or, vous avez la tête bien faite, vous montez votre entreprise. Est-ce que vous avez pour autant toutes les compétences pour monter votre propre site au moment où vous démarrez? Est-ce que vous avez tous les moyens de vous mettre un billet de 30 000 € pour faire quelque chose de très structuré? Non. Donc l'idée vient du marketing client du négoce, qui était de dire aujourd'hui il y a un renouvellement de clients qui se fait à peu près 10% par an. Ces clients commencent souvent par être auto-entrepreneurs et là c'est un vrai service, c'est un vrai plus et c'est original et ça fait partie de l'offre du négoce et c'est plutôt très sympathique. Une question qui démarre par le fait que vous êtes séparé de votre DSI par cet axe fort. Avec le recul, l'éclatement de la DSI en SI métier était-elle pour vous indispensable? On a vu vous étiez content plusieurs années après, mais est-ce que pour vous, elle était indispensable à la transformation vers l'évolution numérique? Sans aucun doute, oui. Alors, ce n'est pas de l'autosatisfaction, puisque c'est de la satisfaction du fonctionnement même de l'entreprise. L'entreprise, en 2014, a choisi de se mettre en branche avec des branches fortes et des branches avec beaucoup plus d'autonomie. Il serait très difficile de délivrer un message aux activités, de dire mais vous êtes en branche forte, mais de toute façon, tout ce qui concerne la SI nous revient. Ça n'aurait aucun sens. Aujourd'hui, nous pouvons dire que après un cap difficile, puisque nous sommes une entreprise qui est totalement liée à l'activité du bâtiment, il faut se souvenir des années 2009 à aller jusqu'à 2016, quelle galère, il faut se le dire. Aujourd'hui, nous sommes prêts à être les champions du monde, que nous n'aurions pas été si nous étions restés figés dans notre modèle. Vous apportez la réponse à la question suivante. Est-ce que le fait d'avoir été en retard vous permet aujourd'hui d'être en avance? Est-ce que vous avez fait d'une contrainte une opportunité finalement? Certainement, mais je ne dirais pas que nous sommes en avance, mais nous le serons bientôt. Nous ne sommes pas en avance. Nous sommes avec des offres qui peuvent être différenciantes. On a parlé de SmartSem, mon démonte-pneu, il y a un message. Si je parle de démonte-pneu, quelqu'un se reconnaîtra dans la salle, puisque pour tout vous dire, on m'avait dit il faut que dans ton atelier, tu parles de démonte-pneu. Alors, ce n'était pas facile dans le sujet du digital. Donc, comme ça, vous savez tout. Donc, je ne sais plus ce que je disais. C'était de la contre.
Non, voilà, non, ce serait prétentieux de dire que nous sommes en avance. Nous sommes recalés par rapport à ce qui existe, mais nous avons beaucoup de projets qu'on ne peut pas dévoiler aujourd'hui qui nous feront passer demain un peu plus en avance. Ouais, ouais. On a une question de prospective. Quelles sont les nouvelles postures type, ou alors les nouveaux profils type, moi je le comprends comme ça, de vos collaborateurs pour demain? Alors, le collaborateur de demain, c'est une bonne question parce qu'on aimerait qu'ils soient déjà tous comme ça aujourd'hui. C'est quelqu'un qui passe du temps sur le terrain et qui passe beaucoup de temps à regarder non pas ce que fait son client, mais comment travaille son client. Si un commercial, le profil d'un collaborateur commercial, il a été souvent de répondre, il faut se le dire, hein, de répondre à une demande. Et ce temps-là, il est terminé. Il doit avoir une offre qui est celle de ce que pourrait faire son client demain et comment il pourrait mieux travailler et puis enlever une part de pénibilité. Donc le collaborateur de demain est quelqu'un qui est d'aujourd'hui, qui est très présent avec son client et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, facilite la vie du client. Et c'est la seule raison d'être, hein, facilite en trouvant les bons produits et adaptés au bon prix, et facilite par le parcours client quand il vient dans une industrie ou quand il passe une commande dans le négoce ou qu'il va sur le point de vente. C'est ça la réalité des choses. Merci. Comment gérez-vous les données et vos systèmes d'information sans direction de système d'information? Je suis là. En fait, je ne suis garant de rien, si ce n'est que je suis garant des systèmes par ma fonction. C'est une bonne question parce que nous avons un fonctionnement qui est celui de réunir des équipes des responsables informatiques métiers. Donc ils sont 6 et nous nous réunissons tous les 2 mois et pour faire un point de ce qui va bien, de ce qui ne va pas bien, de ce qui est en cours, des chantiers à prévoir et des évolutions qui se font dans une branche par rapport à une autre, puisqu'il faut que tout ça soit compatible avec le reporting du groupe. Donc tout ça est vu et non pas épluché, mais partagé tous les 2 mois. Peut-être une précision, Gérard, si je ne me trompe pas, vous avez gardé des services partagés au niveau de l'informatique. Quand on dit qu'il n'y a plus de direction informatique, il y a un certain nombre de services communs, si je ne m'abuse. Oui, il y a les supports techniques qui sont logés dans ce qui chez nous s'appelle le SASI, service aux clients internes. Donc, qui sont justement les services régaliens qui sont sur la RH et sur la finance et la comptabilité. Donc, c'est comment, Alain, vous avez raison de le rappeler, quand je parlais de responsable informatique métier, c'est qu'on différencie bien d'un côté la technique et la partie métier. Donc, il y a effectivement un support technique qui est celui du groupe Érige, parce qu'il faut quand même nous sommes chez nous quand même. Donc, nous avons le droit d'avoir cet aspect centralisé sur la partie finance, RH et comptable. Une question concernant la gouvernance de votre entreprise. Est-ce que les sujets digitaux ou des thèmes digitaux remontent au COMEX et au CODIR, en tout cas dans les agendas de vos comités de direction? Bien sûr, bien sûr. Les responsables informatiques, tout à l'heure je disais, sont en très forte proximité avec le DG de la branche, mais avec le market client et market achat. Donc effectivement, ce sont des sujets de COMEX, bien évidemment. Alors, puisque notre organisation fait qu'il y a un COMEX par branche. Donc, au sein de la branche, ces chantiers sont travaillés. Et puis, nous avons un comité de direction groupe dans lequel nous partageons des sujets, notamment des sujets qui peuvent être structurants sur la finance, sur la RH, bien évidemment. Merci. Vous évoquiez la diversification vers le B2C. Quel risque, quel challenge opérationnel anticipez-vous? Ça, c'est une bonne question. Aujourd'hui, alors je distinguerai le négoce de la menuiserie.
La menuiserie, aujourd'hui, le client sait exactement ce que sont nos menuiseries. Donc demain, un client aura moins besoin d'un commercial qui vienne prendre des cotes et qui vienne appuyer sa commande. Il aura plus besoin d'un outil lui permettant justement de dimanche soir de passer ses commandes, parce que nous, on aime bien les recevoir le lundi matin, de passer ses commandes et d'avoir le maximum d'autonomie. Donc le B2C se construira de façon progressive. Il ne faut pas imaginer que demain, tout sera numérisé. Quand je dis demain, dans les 5 ans, oui. Mais aujourd'hui, nos clients... vous savez, quand vous êtes artisan, vous arrivez... Alors, il y a le chantier du neuf et le chantier de la rénovation. Le neuf, vous pouvez tout anticiper. Le chantier de la rénovation, vous commencez à démolir une cloison, vous tombez sur un os, vous faites un programme différent de celui qui était établi. Donc, tout ne s'anticipe pas et tout ne peut pas être... il faut le conseil, mais là, nos commerciaux sont là pour ça. Donc, cette relation existera toujours, la relation de personne, parce que c'est une relation de conseil. Et puis une dernière question. Peut-être un commentaire, si je puis me permettre, sur le B2B et le B2C. Quand une entreprise bouge du B2B vers le B2C, il y a un sujet majeur sur lequel il faut avoir une attention très forte. C'est comment concilier les deux, c'est-à-dire ne pas cannibaliser une relation B2B par une relation B2C et à partir de là, détruire de la valeur plutôt qu'en générer. Et puis, en ce qui concerne le B2C, je ne sais pas, dans cette population, combien ont mis les pieds dans un négoce de matériaux de construction. D'aucuns imaginent que ce n'est pas réservé, que ça n'est réservé qu'aux professionnels. Nous avons une part d'activité qui concerne le particulier, qui est méconnue. Et nous sommes bien mieux placés en termes de tarifs que certaines grandes distributions de belles enseignes. Mais nous avons un effort justement de communication qui doit se faire au niveau du grand public. Le négoce de matériaux n'est pas très sexy, il faut se le dire. Une centrale à béton, encore moins. Je ne sais pas si quelqu'un a mis les pieds dans une centrale à béton dans cette assistance. Et après, l'industrie de la menuiserie, on n'y accède pas puisque c'est un outil industriel, donc on n'y accède pas. Donc il y a un très très gros travail à faire, mais c'est ce qui fait tout l'intérêt du sujet. Allez, une dernière question concernant la relation avec vos fournisseurs. Est-ce que cette relation a été impactée, alors j'imagine dans le cadre de la transformation digitale et numérique de votre entreprise que vous avez entamée? Je dirais que le grand changement, c'est la dématérialisation qui est aujourd'hui un travail qui avance. Nous ne sommes pas encore au niveau de ce que nous souhaitons, mais c'est vraiment ce qui change la relation. Après, vous savez, dans la relation avec le fournisseur, c'est une relation permanente de négociation. Donc, cette relation-là, elle est préservée et ça ne peut être que de l'humain. Il n'y a pas de robot qui négocie en place d'eux. Et là, par contre, tout ce qui peut être dématérialisation fait l'objet de toutes nos attentions, bien sûr, dans l'entreprise. Bon, vu le nombre de questions, on peut penser que le sujet a intéressé l'auditoire. Je vous remercie Gérard et Alain pour votre intervention et je propose qu'on vous applaudisse. Voilà, merci à vous. Merci à vous. Merci.